aujourd'hui, mes parents sont quasiment véganes. À la limite, il va y avoir une madeleine avec des œufs quelque part, tu vois, mais bon, voilà. Je pense qu'il y a l'aspect santé aussi qui a pu jouer. Le cholestérol, des petites choses comme ça. C'est sûr qu'en mangeant végétal, tu te retrouves à améliorer ta santé. Après, moi, j'étais une enfant très difficile, j'aimais rien. J'aimais surtout pas les viandes considérées pour enfants comme le jambon blanc, le cordon bleu, etc. Ça me dégoûtait. Assez rapidement, j'ai commencé à apprendre la cuisine aussi pour me l'approprier. Et donc, vers 12-13 ans, j'ai commencé à être vraiment passionnée de cuisine parce que je voyais que grâce à ça, je pouvais manger quelque chose que j'aimais. Étant très difficile, ça m'aidait à apprécier le moment du repas. Ça a été aussi via plus la pâtisserie. Voir qu'on pouvait transformer un sac de farine dans le gâteau de notre choix, je trouvais ça incroyable. Quand on est venu au Québec un peu en repérage avant d'immigrer, là, on s'est rendu compte de la facilité à être végane, à Montréal surtout. Et donc là, ça nous a convaincus. On a ouvert donc, avec mes 2 meilleurs amis un café vegan et zéro déchet donc, en 2019. Puis ça a été un parcours compliqué quand même dès la pandémie. On a fait épicerie zéro déchet en livraison à vélo, etc. Enfin, on a fait plein de choses pour continuer d'exister avec les confinements, etc. Donc ça marchait très bien, mais c'était toujours très limite dans la rentabilité, etc. Tu vois. Dès qu'il y avait un imprévu, en fait. Un imprévu pouvait te plomber la rentabilité de l'année ou du mois, quoi. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club VG. Aujourd'hui, je suis à Nantes avec Éline, que tu connais sûrement grâce à son blog Patates et Cornichons. Elle est chef, autrice et surtout passionnée de cuisine végétale. Éline vit au Québec, mais elle est de passage en France à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, La Table d'Éline. Dans cet épisode, elle vient nous parler de ce nouveau projet, mais aussi de son parcours, comment elle est passée de son blog à l'ouverture d'un café-pâtisserie au Québec, avant de se consacrer pleinement à la création de contenu qui inspire une large communauté. Salut Éline, je te souhaite la bienvenue dans le Club VG. Merci beaucoup, je suis honorée d'être là. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien, je suis très contente d'être de retour brièvement en France, ça fait très longtemps, donc c'est chouette. Du coup, ça faisait combien de temps que tu n'étais pas revenue en France ? En France, je suis passée quelques fois, quelques jours par-ci par-là, mais pour de malheureux événements parfois dans ma famille. Mais en tout cas, à Nantes, chez mes parents, ça faisait plus de 5 ans que je n'étais pas venue. Ouais. Ok, donc un peu retour aux sources. Oui, vraiment, ouais. Donc comme je le disais, tu vis maintenant au Québec, mais tu es né en France et as vécu la majorité de ta vie en France. Et je voulais savoir quel était ton rapport à l'alimentation durant l'enfance. Est-ce que, tu vois, la viande avait une place importante dans la famille, etc. Oui, quand même. Je pense comme la plupart des gens, on a grandi quand même avec de la viande à table. Après, moi, j'étais une enfant très difficile. J'aimais rien. J'aimais surtout pas les viandes considérées pour enfants comme le jambon blanc, le cordon bleu, etc. Ça me dégoûtait. Donc, assez rapidement, j'ai commencé à apprendre la cuisine aussi pour me l'approprier. Et donc, vers 12-13 ans, j'ai commencé à être vraiment passionnée de cuisine parce que je voyais que grâce à ça, je pouvais manger quelque chose que j'aimais. Et étant très difficile, ça m'aidait à apprécier le moment du repas et à pas angoisser à l'idée de qu'est-ce qu'on allait manger. Donc ça a été aussi via plus la pâtisserie, etc. Voir qu'on pouvait transformer un sac de farine dans le gâteau de notre choix, je trouvais ça incroyable. Et pour ce qui est de la viande, oui, assez rapidement, j'ai commencé à apprécier beaucoup les produits plus nobles, à être passionnée de produits du terroir, etc. Et j'ai aussi en partie étudié à Toulouse, donc le canard gras, etc. Donc oui, la viande avait une grande place. Mon plat préféré, c'était le tartare de bœuf, alors tu vois. Ah oui, quand même. On part de loin. Effectivement. Mais du coup, c'est intéressant parce que donc, tu n'aimais pas grand-chose, Ouais. mais pour autant, tu t'es quand même intéressé beaucoup à la cuisine. C'est Oui. assez un peu paradoxal, tu vois. On pourrait penser que du coup, j'aime pas tout ça, donc je vais faire, tu vois, on va trouver une autre passion plutôt que la cuisine. Oui, mais mais toi, je pense que c'est parce que ça m'angoissait quasiment le moment du repas. Donc, je pense que c'était une façon d'aimer, puis de m'approprier ce moment et de faire les choses à ma manière pour être sûre d'aimer le repas. Ok, écoute, c'est une bonne façon de prendre les choses en main, j'ai envie de dire, et puis de... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Du coup, donc, tu l'as peut-être mentionné brièvement, tu as fait tes études à Toulouse. À Nantes et à Toulouse, ouais, c'est ça. Des études de cuisine. Oui, exactement, l'école hôtelière. Ok, et qu'est-ce que tu as appris donc là-bas, tu vois, qu'est-ce qu'on apprend? Du coup, c'était il y a quand même... Oui. Non, mais je veux dire, c'était pas là, il y a récemment. Non, voilà, oui, ça fait il y a 15 ans. Ouais. Voilà, ok, donc il y a 15 ans, donc
J'imagine que ça a peut-être évolué aussi. Toi, qu'est-ce que tu avais appris à l'époque? Très traditionnel, honnêtement. La cuisine française, en fait. On ne part pas de la France, on ne visite pas d'autres cuisines. Et en fait, un manuel de cuisine française, c'est très pauvre, on va dire, en quantité d'ingrédients et en quantité de types de techniques. En fait, on reste sur même pas une dizaine de légumes, par exemple, quelques types de cuisson des viandes, des sauces, évidemment. Et puis, on n'aborde pas du tout, par exemple, la fermentation ou des techniques plus poussées de cuisine. Et en pâtisserie, c'est pareil. On va aborder la tarte aux pommes, la bourdaloue et la crème au caramel, quoi. Mais c'est assez pauvre, en fait, en termes de diversité et de représentation d'autres cultures, surtout. Après, on peut dire, c'est normal, on est en France. Mais je pense que quand on arrive dans le milieu professionnel, en fait, on est autodidacte de fait parce qu'on ne connaît pas autre chose. Et en fait, aujourd'hui, les chefs et la plupart des restaurants qui se veulent haut de gamme, etc., vont utiliser des ingrédients qui viennent d'autres cuisines, vont travailler, je sais pas, le miso, etc. Et en fait, si tu sors de l'école hôtelière, à ce moment-là, tu te retrouves à être autodidacte, finalement, à apprendre des choses par toi-même. Alors que tu es censé avoir étudié pour ça, quoi. Donc c'est juste dommage que ça manque de diversité, mais je pense que c'est un milieu qui met un point d'honneur à respecter les traditions, quoi. Peut-être que ça a évolué depuis. Oui, peut-être, ouais. Il y a quelques années, j'avais fait une interview et bon, pareil, la personne, ça faisait aussi quelques années qu'elle avait fait ça, mais pareil, c'était un peu toujours pas, la même chose que, en fait, ça n'a pas trop évolué. On n'apprend pas les protéines végétales, par exemple, alors que, voilà. Je sais pas, est-ce que les légumineuses étaient mis en avant? Pas du tout. Peut-être que dans un manuel, il y a bien une page sur les lentilles, mais dans une année, on ne fait pas, même dans les 5 ans que j'ai fait, on ne fait pas tout le manuel, quoi. Donc, je pense qu'on a sauté cette page. mais du coup, on s'ennuie pas. Enfin, tu m'as dit, on a les mêmes 10 légumes, les mêmes techniques, les mêmes... Après, l'école hôtelière, c'est assez peu de cuisine. On aborde plein d'autres matières, puisqu'il y a toute la partie déjà hébergement, service, technique de restaurant. Oui, voilà. Et puis, en fait, à l'ancienne, donc ça, des choses qui ne sont plus faites, mais faire la crêpe Suzette devant le client, etc. C'est vrai que ça se fait plus trop, la découpe de poisson devant le client, etc. Mais aussi toute la partie générale. On apprend l'économie, on apprend la gestion d'entreprise, le marketing, la bureautique, mais aussi l'anglais, l'histoire géo, la géographie touristique, etc., quoi. Oui, donc c'est quand même assez complet, ça n'est pas centré juste sur la cuisine. Non, donc, la cuisine, ça représente à peu près 2 grosses demi-journées par semaine, tu vois. C'est pas... C'est une matière importante, mais c'est pas pas tout le ce qu'on fait de la semaine. Ok. Et du coup, tu as obtenu quel diplôme à la fin? Donc un BTS, hôtel-restauration, donc option culinaire. Donc là, dans la dernière année, il y a plus de cuisine et plus on est invité à créer. À partir d'un panier d'ingrédients à créer quelque chose et on va être évalué là-dessus, mais c'est vraiment juste dans la dernière année. Et donc à la suite de ça, j'ai commencé ma courte carrière dans la restauration traditionnelle, beaucoup en pâtisserie en fait. J'ai pas étudié spécifiquement la pâtisserie, même quasiment pas, mais je pense que le fait d'être une femme en restaurant, quand j'arrivais dans un établissement, si on savait pas trop quel poste avait besoin, on allait de fait me mettre en pâtisserie. Donc ça, je pense que c'est un biais sur la pâtisserie, le côté délicat. De raffiner, pas travailler la viande. Non, c'était pas forcément ce qui me passionnait le plus. Je pense que j'aurais à ce moment-là voulu vraiment être plus en cuisine, mais j'ai appris cette passion-là un peu par dépit, mais finalement ça m'a énormément passionnée, ça reste mon premier amour et j'aime énormément la pâtisserie. Comme quoi le hasard des fois, ou le hasard, ou plutôt les stéréotypes, on va dire, font bien les choses pour toi, parce que du coup après tu t'es pris d'amour, on va dire, pour la pâtisserie. Exactement. Et du coup, combien de temps ça a duré de la fin de tes études avant le déclic? Je dirais moins d'1 an. Ok, donc ça a été très rapide. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce déclic? En fait, ça a été à travers une rencontre. Donc, j'ai rencontré mon conjoint qui est vegan. Alors, on n'était pas du tout en couple, etc. Donc, c'était pas... j'ai déjà vu un article d'une journaliste qui disait « devenue vegan par amour ». Non, je pense que c'est très réducteur de dire ça. Du coup, il était déjà vegan? Oui, depuis plusieurs années, depuis 3-4 ans. Ok. Mon mari était déjà vegan depuis la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, on va dire. Et en fait, ça m'a intriguée. Donc, on était collègues de travail.
il ne parlait pas, je pense pas qu'il voulait essayer de convaincre en fait, parce que il était plongeur dans un restaurant traditionnel, voilà, t'as pas envie de te faire remarquer. C'était juste là, il était là pour payer ses études de philo et voilà quoi. Donc non, il en parlait pas spécialement, mais ça m'a intriguée en fait. Pourquoi des gens se priveraient en fait. Et il y a eu aussi le côté un petit peu défi technique en pâtisserie que je trouvais intéressant. Et puis, j'ai souhaité lire sur le sujet et ça à ce moment-là que est sorti, enfin juste avant, est sorti le livre de Martin Gibert, Voir son steak comme un animal mort. J'en parle tout le temps quand on me pose cette question parce que ça a été pour moi un déclic. Donc ça a été assez rapide. En fait, c'est une approche qui me ressemble puisque Martin Gibert dit dès le départ qu'il n'est pas spécialement sensible aux animaux. Moi, j'ai pas grandi avec des animaux, je suis pas la meilleure amie des animaux, quoi. Et en fait, cette approche très rationnelle, elle me correspond. Après, c'est pas pour tout le monde pareil. Il y a des gens, ça va être plutôt l'aspect émotionnel, où ça va être un documentaire avec des images choquantes. Ça va être plein de choses, ça va être l'écologie, etc. Il y a plein de raisons, en fait. Mais moi, c'était plus, d'accord, c'est cruel, je savais pas. Et d'accord, on n'en a pas besoin, je savais pas tellement, quoi. Je m'étais pas posé la question, donc, on va dire. Ouais, en fait, c'est là où tu as un petit peu découvert, Ouais. On le sait peut-être un peu inconsciemment, mais tu vois que tu as été un petit peu confronté. Ouais. Et je pense que j'ai quand même déjà eu une sensibilité. Enfin, mes films préférés quand j'étais petite, c'était Babe et Sauver Willy. Donc, il y a un thème. Effectivement, il y a quand même des petits indices qui pouvaient laisser penser. Et du coup, donc, tu as écrit sur ton blog que c'est là où tu as découvert l'antispécisme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? C'est la notion en fait que les espèces ne sont pas hiérarchisées. Donc souvent, moi, je préfère parler des animaux non humains entre eux, puisque je trouve que ça n'a pas de sens de comparer l'humain. Enfin voilà, c'est ok d'avoir plus d'empathie pour un humain éventuellement. Je sais qu'il y a des gens, c'est pas le cas, mais je trouve ça assez normal d'avoir parfois plus d'empathie pour notre espèce. Mais en tout cas, au niveau des espèces non humaines, c'est l'idée de ne pas mettre de hiérarchie qu'on met inconsciemment dans nos têtes depuis le plus jeune âge, puisqu'on va mettre dans une certaine catégorie, par exemple, les chiens et les chats, dans une catégorie très noble, par exemple, l'ours polaire ou la baleine bleue, et puis dans une catégorie d'élevage, le poulet, la vache, le cochon, etc. Et donc, tout ce côté, par exemple, des animaux en voie d'extinction qui vont être des emblèmes de la protection animale. Puis les chiens et les chats qui vont être aussi une emblème pour la SPA, etc. Enfin, des associations qui sont très soutenues par le grand public. Et donc, cette grosse différence, dissonance avec le fait d'acheter du poulet en fait, sans se préoccuper de savoir si c'est un individu qui a ses propres intérêts à vivre, en fait, qui a ses propres liens sociaux et qui a peut-être des amis. On va prêter des amitiés à nos chats, évidemment, parce qu'on le voit, en fait, que nos chats ont une affection particulière avec un autre et pas avec celui-là. Et un dindon, c'est pareil. Et en fait, de choisir d'ignorer ça, ça fait partie du spécisme, ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est assez... là, quand tu l'expliques et tout, on prend conscience que c'est vrai, en fait, tu vois, il y a des personnes, par exemple, qui vont adhérer à des assos pour, comme tu disais, protéger les animaux en voie d'extinction, mais qui, à côté, tu vois, vont acheter leur viande au supermarché. Et que, du coup, en fait, je pense que c'est toute l'éducation et tout qui fait que, en fait, dès le plus jeune âge, on nous a dit que ça se mange. En parlant des animaux, bien sûr, cet animal se mange. Celui-là, non. Celui-là, tu dois le respecter. Celui-là, ça peut être ton ami à la maison et tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre mais comme rapport. Même les associations ont intégré ça. Donc, par exemple, pendant hyper longtemps, les associations comme Greenpeace ne voulaient pas parler de véganisme parce que ça faisait peut-être fuir des dons. Et donc, on se met à leur place et on peut comprendre qu'ils ont besoin des dons, quoi. Mais maintenant, ça commence parce que je pense qu'ignorer aussi les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, c'est un petit peu gênant. C'est ça, quoi. Si tu es une asso pour l'environnement et que tu omets un gros secteur parce que tu veux pas... tu parlais des dons, mais aussi peut-être les grosses entreprises, les mécènes, les mécènes qui vont donner derrière. C'est un peu biaisé, du coup. Oui, ça devient gênant même d'ignorer l'éléphant dans la pièce, quoi. C'est ça. Très bonne métaphore. Et du coup, quelles ont été les étapes clés de ta transition ? D'après ce que j'ai compris, c'était assez rapide. Oui, quand même rapide. Donc, j'ai découvert ça en début d'année 2015. Déjà, j'ai créé Patates et Cornichons directement.
Je pense que j'étais quasiment même pas végane au moment où j'ai créé le blog. Ok, alors tu sautes, vas-y, continue on reviendra sur cette Oui. étape-là de la création du blog, mais... Et donc en fait, je suis devenue végane en même temps que je commençais en fait à m'épanouir dans la cuisine végétale, quoi, parce que je trouvais qu'il y avait un manque dans les recettes. Et donc j'avais envie de travailler là-dedans, en fait j'avais envie de proposer ça. Et donc j'ai démissionné et j'ai commencé à enseigner la cuisine végétale alors que je venais juste de commencer, quoi. Mais avec des bases évidemment. Ouais. Donc tu travaillais dans la cuisine traditionnelle, Ouais. tu découvres l'antispécisme, Ouais. tu te dis ah ok, grosse révélation. Ouais. Du coup tu deviens vegan presque, très Oui, rapidement. dans le mois ou deux, Ok. quoi, ouais. Très rapide du coup. Et tu dis ok du coup tu connaissais pas grand chose, comme tu m'as dit, tes études et tout, c'était pas du tout centré, Oui, non, t'avais pas du aucune tout. technique, etc. Ouais. Donc tu t'es formé sur le tas vraiment très rapidement pour après l'enseigner. Oui, je pense que j'avais quand même des bases dans le sens où voilà, on sait comment organiser sa cuisine, comment cuire les aliments, etc., comment développer les saveurs aussi. Et puis j'avais toujours eu ce côté autodidacte où je cherchais par moi-même. J'ai été beaucoup soutenue par mes parents aussi, donc dès l'adolescence, ils allaient m'emmener au marché, ils allaient m'emmener tester plein de choses dans des restaurants, etc., ou acheter des épices particulières, etc. Donc j'ai toujours eu ce côté à découvrir par moi-même. Donc je pense que ça a contribué à ce changement de vie brutal, parce que aussi j'étais en début de carrière, donc c'était facile. Oui, t'avais pas des années derrière Oui, toi. voilà, donc j'avais pas beaucoup d'attaches, donc c'est plus facile pour moi de démissionner que quelqu'un qui est depuis 10 ans dans un établissement, quoi, c'est sûr. Mais oui, ça s'est fait quand même rapidement. Et donc oui, enseigner la cuisine végétale, je pense que j'avais moins de choses à dire qu'aujourd'hui, par exemple, mais c'était pour des amateurs chez eux, et en fait, ils étaient contents d'apprendre comment cuisiner chez eux, quoi. Et puis aussi, peut-être que toi, ça t'a permis aussi d'apprendre en même temps, Oui. tu vois, quand tu Quand je enseignes. développais un cours, Ouais. par exemple, sur des thématiques comme les ravioles ou les pizzas, etc., j'allais le bosser en amont, et en fait, c'était ça mon expérimentation. C'était une bonne aussi, manière, du coup, d'apprendre aussi en C'est même ça. temps. Mais ma question était peut-être pas très juste tout à l'heure, parce que j'ai dit oui, comme apprendre la cuisine déjà, comme si c'était hyper compliqué et tout, alors que finalement, tu l'as dit, voilà, c'est... Oui, ça on reste rassure le tout même monde, background. voilà, c'est très simple et... Mais j'étais quand même en début de carrière, donc c'est vrai que Oui, par t'avais exemple, pas- je connaissais pas encore bien les pâtes levées, les fermentations, le levain, etc. Et c'est des choses qui me passionnent aujourd'hui, que je maîtrisais pas il y a 10 ans, quoi, c'est normal. Mais oui, on avance, on progresse. Bien sûr. on apprend. Et est-ce que tu dirais que tu as rencontré des obstacles dans cette transition, ou est-ce que c'était vraiment... Je pense que mon métier d'origine, c'était un obstacle, Ouais. on va dire, dans le sens où c'était quand même un petit deuil, parce que quand ça fait 7 mois que tu as eu ton diplôme et que en fait, tu démissionnes la carrière que tu avais imaginée, c'est un petit deuil aussi pour la simplicité à la base, parce que faire une pâte à choux avec des œufs, c'est extrêmement facile. Ça m'a pris 10 ans, enfin pas à temps plein, mais on and off, ça m'a pris 10 ans à arriver à ma recette de pâte à choux vegan, donc, parce que je manquais de temps aussi pour développer, mais en tout cas, c'est pas la même simplicité. Ouais, bien sûr. Quand on est par exemple en pâtisserie traditionnelle, beaucoup de pâtissiers utilisent les recettes des grands pâtissiers. Cyril Lignac ou Conticini publient des recettes, Pierre Hermé publie des recettes, etc. Donc beaucoup de pâtissiers font le crémeux citron de Cyril Lignac. C'est très facile. Oui, voilà, t'as pas besoin de te prendre la tête, ok, comment je vais faire mon truc, j'ai juste à aller regarder. Oui, la en recette, fait, on ne crée pas vraiment, on va créer un dessert, on Oui. va créer autour de ces éléments-là, avec la saison, avec l'inspiration, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas de travail autour, mais il n'y a pas forcément le travail de développer le cœur de la recette. Après, je veux dire, je sais pas, je m'y connais vraiment pas du tout, mais je me dis, une pâte à choux, c'est une pâte à choux. Oui, on ne va pas la réinventer. Voilà, tu vois, tu C'est peux ça. pas... Ouais. Alors que tu vois, en pâte à choux végétale, comme on est un petit peu au balbutiement, il y a plusieurs recettes qui existent, et tu vois, elles ont toutes des petites différences. Donc on m'a dit, parce que quand j'ai commencé à publier ma recette de pâte à choux, on m'a rapporté un petit peu ce que les autres faisaient, quoi. Donc par exemple, Bérénice Lecomte met un point d'honneur à utiliser de la levure chimique sans phosphate. Donc c'est quelque chose qu'elle a dû trouver avec ses tests, comme quoi le phosphate retardait le gonflement dans sa recette. Donc tu vois, c'est des trucs, moi dans ma recette, j'ai pas l'impression que ça ait d'importance. Pareil pour la chaleur tournante, moi c'est chaleur statique, tu vois. Donc il y a toutes des petites différences, et on voit qu'en fait une pâte à choux, c'est pas une pâte à choux, alors que
En animal, c'est extrêmement facile, il n'y a pas de difficulté particulière. Ouais. Mais du coup, c'est ça qui est. Enfin, j'imagine que c'est ça aussi qui est un peu intéressant et challengeant. Tu te dis, ok, j'ai encore plein de choses à apprendre, des nouvelles, Ouais. comme tu dis, des choses qu'on ne connaît pas encore. Enfin, tu Oui, vois, comment on fait c'est super vraiment. excitant que Ouais. d'autres chefs travaillent sur les mêmes choses en même temps. Il y a aussi Linda Vongdara en pâtisserie végétale qui passe énormément de temps à développer des recettes. Donc, ouais, de voir toute cette effervescence et puis que les gens se partagent en fait là où ils en arrivent. Comme il y a 10 ans, il y a eu le blog Révolution Végétale qui a trouvé l'aquafaba, on va dire, enfin qui a découvert le substitut de blanc d'œuf avec le jus de pois chiche. C'est incroyable et maintenant c'est considéré comme normal. Même les omnivores connaissent ça. On me dit souvent, ah moi j'ai fait une mousse au chocolat avec du jus de pois chiche. Ouais, jus de pois chiche, c'est vrai. Tu vois, donc c'est rigolo, ouais. Et c'est formidable de voir toute cette créativité, ouais. Et du coup, comment est-ce que tes proches ont réagi quand tu es devenue végane? Bah, je pense, alors on me l'a pas dit, mais je pense qu'il y avait une partie qui pensait que c'était, oui, par amour, comme dirait cette ok, journaliste. ouais. Mais parce qu'ensuite, on a créé le blog ensemble avec Kevin. Lui, il y avait déjà pensé, mais il n'avait pas forcément le background en cuisine. Donc, oui, pour un blog de cuisine, c'est quoi? Bah oui, il voulait faire un blog cuisine Oui, vegan. oui, Ok. depuis longtemps. Mais Il est pas trop cuisine du coup? non, Ah ok, bah, c'est ouais, c'est vrai que c'est un peu. dommage. Il faut prendre plaisir à le faire, sinon c'est oui, c'est Ouais, dommage. mais il cuisinait, mais c'est vrai qu'il n'avait pas les bases. Ok. Parce que il n'avait pas grandi dans une famille qui cuisine spécialement, quoi. Donc ici, dans ma famille, tout le monde cuisine très très bien. Donc il y avait toujours eu quelqu'un en cuisine qui sait vraiment cuisiner, quoi. Donc ça, c'est chouette. Ok, oui, donc. Donc la réaction des oui, voilà, proches, c'est ça. je pense que ça a été un petit peu perçu comme ça au départ. Et ensuite, il y a eu une phase de questions un peu. Par exemple, avec ma sœur, même avant que je sois végane, on en parlait beaucoup. On se questionnait les arguments classiques que les gens ont. Donc, oui, mais l'homme préhistorique, manger de la... Enfin, tu vois. Oui, bon, ça va, c'était il y a 10 ans, ça va, Voilà, c'est pardonné. exactement, les protéines ou je ne sais quoi. Enfin, l'aspect nutrition, j'avais pas trop ce problème parce que comme j'avais étudié la nutrition, c'était assez facile. Enfin, je savais en fait qu'on pouvait trouver les nutriments dans le végétal. Donc ça, c'était pas une inquiétude. Mais oui, on en parlait beaucoup avec ma sœur et elle est devenue végane en même temps en fait. Parce qu'on a un peu le même fonctionnement. Une fois qu'on arrive à court d'arguments, ok. Ok, vas-y, go. Ok. C'est ça. Donc, et puis, ouais, mes parents, ça a mis beaucoup plus de temps. Je pense que, ouais, il y a un petit deuil quand même comme je disais, de la simplicité aussi pour aller au restaurant, en fait, pour sortir, pour voyager, pour être en famille. Tout. Ouais. Dans les magasins. C'est ça. Ouais, bien Donc, sûr. toute cette simplicité-là, maintenant, elle est un petit peu en train de revenir. En fait, plus on a des alternatives dans le commerce et des restaurants, plus on retrouve de la simplicité dans le quotidien. Et donc, aujourd'hui, mes parents sont quasiment véganes. Ils vont manger végétalien quasiment tout le temps. À la limite, il va y avoir une madeleine avec des œufs quelque part, tu vois, mais bon, voilà, à l'extérieur ou peu importe. Mais vraiment, ils mangent végétalien à 99%, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment J'en attendais pas tant, tu vois, quand j'ai Ouais, demandé non, c'est ça. comment ils avaient réagi, mais du coup, bon, ça Ouais, a tout fait le son monde chemin et tout, et c'est pas toujours, enfin, pas souvent même, j'ai C'est envie de dire rare, ouais. que les parents, enfin, tu vois, c'est qu'ils ont été curieux, ils ont Oui, je se pense posé qu'ils ont. des Ça, questions. c'est très plaisant. Je pense que c'est des personnes. Enfin, mes parents, ils apprennent de leurs enfants. Si on a quelque chose à dire, si on a une opinion, eh ben, on est adulte et en fait, ils apprennent de nous. Et il n'y a pas de hiérarchie. Il y a certaines familles où bah, t'es l'enfant, donc t'as tort un peu, quoi. Donc, non, ça, c'est très agréable de pouvoir avoir cet échange-là. Et puis, je pense qu'il y a l'aspect santé aussi qui a pu jouer. Le cholestérol, des petites choses comme ça. Bah, c'est sûr qu'en mangeant végétal, tu te retrouves à améliorer ta santé. Ils ont entre 60 et 66 les deux. Donc, voilà, c'est pour aussi l'aspect santé. Puis l'écologie, ça a toujours été une cause très importante chez nous. Donc, je pense que ça les rejoignait beaucoup. Ouais. Allez, les trois, on prend tout, et puis C'est ça ça. y est. Ouais, donc maintenant, on est une petite famille de 6 véganes et, avec le copain de ma sœur. Et Trop bien. c'est chouette, ouais. Ah, les repas de famille doivent être beaucoup plus Il n'y a aucune tranquilles. question. Et voilà, si on part en vacances ensemble, bah, c'est hyper simple en fait. Ah ouais. Donc, ça, c'est trop sympa, ouais. Bah écoute, trop bien. Ouais. Une belle famille, Ouais. du coup, ça doit être chouette. Comme tu dis, les moments et tout. T'as Ouais. pas de. Du coup, bon, c'est quand même la famille restreinte, mais je veux dire, Oui. les questions du tonton, tu sais, les trucs Ah oui, un peu non, non, ouais. comme ça, mais bon. Ouais. Ok, bah écoute, trop bien. Et du coup, donc, je veux qu'on revienne. Donc, tu m'as dit que tu avais créé le blog dès le début. Oui,
Pourquoi? En fait, je pense que on trouvait qu'il y avait un manque sur la cuisine gourmande à cette époque-là. Aujourd'hui, je dirais pas ça, tu vois. Aujourd'hui, on a bien compris que la cuisine végane pouvait être gourmande, mais à l'époque, c'était toujours un petit peu plus diététique, un petit peu aussi. Fallait forcément que ce soit bio. Toujours la mention que l'ingrédient devait être bio, tu vois. Alors, ça change rien à la recette. Tu fais tes choix de consommateur de ton côté, quoi. Donc c'était peut-être un petit peu plus élitiste. Et oui, il y avait par exemple, je me souviens, mais c'est des personnes qui ont ouvert la voie, hein, comme Au vert avec Lily, Mel Pigu, Marie Laforêt, etc. Donc vraiment des personnes qui ont ouvert la voie aussi dans l'édition de livres. Mais je ne trouvais pas forcément exactement... Alors j'aimais beaucoup leurs recettes, hein, mais je ne trouvais pas forcément ma vision. Donc je pense qu'on avait envie d'ajouter une vision. À cette époque-là, on faisait vraiment de la cuisine très, justement pour casser les codes. Donc un petit peu fast-food, burger, très très gourmand, très convivial, gâteau, dessert, etc. Et après ça, on a complété, j'ai complété avec la cuisine du quotidien, en fait. Donc de tout, en fait, des repas pour les soirs de la semaine, des repas qui plaisent aux enfants, des repas rapides, des one-pot, etc. Et puis l'aspect pâtisserie qui a toujours continué, la boulangerie, etc. Mais aussi, les recettes du quotidien. En fait, au départ, c'était pas trop ça que je faisais. J'avais l'impression que pour mériter une recette, il fallait forcément que ce soit complexe. Et en fait, non. En fait, les gens cherchent une recette en 20 minutes pour le soir, quoi. C'est vrai que si c'est trop complexe, justement, on va dire non. Ouais. Donc maintenant, la cuisine que je fais principalement, c'est en 20 minutes pour le soir même, etc., avec les ingrédients qu'on a déjà chez nous, etc. Ouais. Donc du coup, tu dirais que ton objectif, c'était vraiment de montrer que c'était gourmand et de casser un petit peu ce que tu voyais à l'époque de trop healthy, trop tout ça, et d'apporter quelque chose de facile. Ouais. Et après, tu t'es tourné aussi vers le rapide, entre guillemets, bien sûr, mode on va éviter de faire des choses trop complexes. Oui, accessible et aussi ingrédients de grande surface. Ça, c'était dès le départ, on voulait vraiment que ce soit des ingrédients de grande surface. Donc ça a évolué parce qu'on trouve plus de choses aujourd'hui. Oui. Donc, par exemple, aujourd'hui, on trouve du tofu en grande surface. Oui. Il y a 10 ans, c'était pas... il n'y avait que le Björk dégueu, horrible. Donc, c'était pas ça qu'on mettait en avant. Je faisais pas de recette de tofu du tout pendant les premières années. Oui. Ouais, non. Ah oui, donc c'était en mode vraiment, il n'y a pas de tofu dans les grandes surfaces, donc j'en mets pas dans mes recettes. C'est ça, ouais. Pareil avec la yara-yara, la fécule de tapioca, etc. Pas grand-chose, si je me dis... on composait avec, quoi. À part les légumineuses, tu vois, puis même le gluten de blé, je suis même pas sûre qu'il y en avait dans les grandes surfaces. Non, pas du tout, Pas de seitan non, je faisais pas de seitan, non. Donc c'était plus autour des légumineuses, des légumes eux-mêmes, les noix, les céréales, etc. Et après ça, ça s'est diversifié dans les épiceries. Puis nous, on a immigré au Québec. Et donc là, tout de suite, ça s'est diversifié dans les épiceries parce que c'était le Québec, quoi. Et donc là, on a intégré plus d'ingrédients différents dans les recettes. Mais l'objectif, ça a toujours été d'être accessible, d'être inclusif aussi, les gens qui vivent à la campagne, etc., quoi. Ok. Et pourquoi patates et cornichons? Pour rien, il n'y a pas d'histoire, je suis désolée. Ah mince, t'as pas une belle story à me raconter? Ça fait des années qu'on se dit, il faut qu'on en invente une, tu vois, il faut qu'on invente un storytelling, c'est pas possible. Mais non, la vraie histoire, c'est qu'on ne trouvait pas pendant des semaines. Et un jour, Kevin a dit patates et cornichons. J'ai dit, ouais, ok, c'est bon, on prend ça, quoi. Ok, donc bref, vraiment comme ça, au pif. Ouais, okay. Non, j'ai pas d'histoire. Il y avait des gens qui pensaient que c'était nos surnoms. Alors pas du tout, on s'appelle pas patates et cornichons. Ça peut... Pourquoi pas. Et du coup, donc, tu l'as mentionné quand vous êtes arrivé au Québec, c'était un peu waouh. Oui, en fait, ça a fait partie des raisons aussi. En fait, moi, j'avais toujours eu le projet d'immigrer au Québec, mais quand on est venu au Québec un peu en repérage avant d'immigrer, là, on s'est rendu compte de la facilité à être végane, à Montréal surtout. Et donc là, ça nous a convaincus niveau les épiceries, les restaurants, etc. Et aussi les opportunités d'emploi pour moi, pour enfin être employée dans un établissement vegan. T'avais cherché du coup ça en France ? En fait, à Lyon, oui, un petit peu. Donc à ce moment-là, on vivait à Lyon. J'avais passé un entretien dans un truc un peu végé, mais finalement, il y avait du saumon et tout. Enfin bon, tu vois quoi. Oui, le poisson, c'est pas de la viande. En fait, c'est juste, ça me déprimait un peu. Donc à un moment, j'avais même commencé à être serveuse dans un café parce que, en fait,
c'était pas vegan non plus, mais j'étais moins en contact. Oui, t'étais pas... Sauf qu'en fait, mon métier et ma passion, c'est la cuisine, quoi. Donc, j'étais triste, en fait, de devoir mettre ça de côté. Et j'avais pas de revenus sur le blog, hein. Pendant des années, j'ai pas eu de revenus, quoi. Donc, fallait bien que j'ai un travail. Et donc, à Montréal, j'ai pu travailler dans un restaurant 100% vegan dès le début, quoi. Donc, ça a été... Ok, donc trop bien. Alors, donc, déjà à l'époque, il y avait cette immense différence entre la France et le Canada, du coup. Maintenant, ça s'est réduit un peu, je dirais. Ça dépend. En France, en fait, c'est très différent. Même dans les magasins, apparemment, le même Carrefour ou Leclerc ou je sais pas quoi de telle ville est complètement différent de celui de Paris, par exemple, ou celui d'une grande ville. Et donc ça, on n'a pas trop ce problème au Québec. Un magasin est semblable partout. Il y aura à peu près les mêmes produits. Ouais, donc il y aura des saucisses véganes, même perdues dans le Grand Nord, quoi. Donc, ça, c'est bien elles ça. sont peut-être plus chères, mais en tout cas, voilà. Mais oui, ça, c'est assez étonnant. Et donc, il y avait une plus grande différence, je pense, à l'époque, notamment dans les restaurants. On a eu énormément de très bons restaurants véganes qui ont fermé à Montréal après le post-pandémie, quoi. On perd beaucoup d'adresses, même encore cette année. On a perdu Tendresse, qui était une excellente adresse végane. Donc, je pense et puis, en plus, il y a eu plein d'ouvertures à Paris, par exemple. Et puis dans les autres villes et tout, j'ai l'impression, là, on m'envoie plein depuis que je suis en France, là, de bonnes adresses à tester. Même à Nantes et tout, là, on m'a conseillé quand même au moins 4-5 trucs, quoi. Donc, je pense que, oui, là, la différence s'est réduite avec le Québec, quand même. Ouais. Non, c'est vrai que c'est de mieux en mieux, mais on a encore, tu vois, ça vient tout doucement. Oui. Vraiment, mais ça va être sur des choses différentes, tu vois. Autant au Québec, on va avoir du très bon tofu frais dans tous les magasins, toutes les grandes surfaces. Et ici, ça va être le rayon lardon, le rayon yaourt, qui va être rempli de trucs Andros, vegan, liégeois, chantilly, je sais pas quoi, mousse au chocolat, machin. C'est ça, on n'a pas du tout ça, par exemple. Tu vois. Nous, on a les crèmes glacées, par contre, à profusion. Oui, il y a des spécificités, tu vois. En fonction de la consommation des gens, quoi. Exactement. Et puis, du coup, en France, voilà, le saucisson, les trucs, avec le jambon, les saucissons la etc. vie, c'est rigolo. Peut-être des trucs spécifiques, tu vois, un peu plus à la France. Je sais pas si, tu vois, on n'a pas vraiment de charcuterie. En fait, les charcuteries qui sont consommées au Québec, ça va être beaucoup les viandes délit, cette espèce de viande tranchée dans les sandwichs. Donc ça, on a quelques marques qui font ça, mais il y en a une qui est en train de fermer en ce moment, par exemple. Un très ancien Yves, ça fait, je sais pas, c'est une marque qui a plus de 20 ans, je pense. Donc oui, c'est quand même une grosse perte. Moi, je consommais pas spécialement, tu vois, c'est pas mon style de choses très transformées, etc., que j'aime spécialement. Mais en tout cas, ça dépanne énormément pour les sandwichs, pour les gens qui ont des enfants, etc. Il faut faire la boîte à lunch le matin, tu vois. Bien sûr, Et au niveau de la mentalité ? Oui, c'est quand même, ça c'est très différent. En fait, les Québécois détestent le conflit. Donc en fait, ils vont accepter tous tes choix, ce qui est rafraîchissant. Mais en même temps, il n'y aura pas de débat sur le sujet. Donc peut-être tu auras moins l'occasion de convaincre ou d'argumenter. En France, on va peut-être te rentrer dedans. Mais au moins la discussion sera très présente. Les Français adorent débattre. C'est une qualité autant qu'un défaut, je pense. C'est vrai. Mais tu vois, là, j'ai eu quelques apparitions dans des médias traditionnels. Et parfois, les journalistes étaient un petit peu dans la confrontation, tu vois, dès le départ. Oui, mais les substituts, alors que moi, dans mon livre, je n'utilise pas de substituts. Donc, en fait, ça me mais t'es végane, donc voilà. végane, il y a substitut, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, c'est rigolo. Ouais, c'est différent. Je pense que c'est bien d'aimer le débat, puis d'amener cette question. Aussi, les questions politiques sont plus présentes. Et on sait que les choix de consommation, c'est politique aussi. Bien sûr. Et au Québec, c'est plus édulcoré. On va plus accepter tout le monde, on va dire vivre et laisser vivre, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve ça bien aussi, tu vois, c'est en mode, par tu contre, fais ce que tu veux, exactement. Il n'y a aucun journaliste qui va venir te confronter sur tes choix, mais pas du tout, mais vraiment pas, non. Bon bah oui, comme d'habitude, il y a des pour et des contre de chaque côté, mais effectivement, peut-être que cette liberté-là, c'est un peu en mode, tu vois, genre je souffle. Paisiblement. Ouais, c'est ça, on souffle, je vais pas me faire attaquer sur mon véganisme à chaque fois que je sors quelque part. Exactement. Donc même les voisins et tout, je vais leur apporter des biscuits véganes, ils vont être trop contents, tu vois, il n'y a aucune question. C'est trop drôle. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ton café-pâtisserie ? C'était un petit peu la suite logique pour moi à ce moment-là. Je voulais vraiment mon propre établissement un jour. C'était vraiment un objectif de carrière, on va dire, et ce qui est quand même courant dans mon métier.
Et en plus, à ce moment-là, je travaillais dans un café zéro déchet. Donc, ça m'a beaucoup inspirée puisque Muscade était aussi zéro déchet. À Montréal, c'est plus commun, on va dire. Et donc, on a ouvert donc, avec mes 2 meilleures amies un café vegan et zéro déchet donc, en 2019, fin 2019. Donc, vraiment 3 mois avant la pandémie, malheureusement. Vous pouvez pas savoir, hein. Mais voilà, donc oui, ça a été un parcours compliqué quand même dès le début, forcément, dès la pandémie. On a fait épicerie zéro déchet en livraison à vélo, etc. Enfin, on a fait plein de choses pour continuer d'exister avec les confinements, etc. On a fait des boîtes un peu HelloFresh, mais zéro déchet, donc de repas prêts à cuisiner. On a essayé de faire plein de choses, tu vois. Ouais, okay. Et petit à petit, c'est vraiment le côté café-pâtisserie qui attirait le plus. Donc, on a supprimé le côté épicerie au bout d'un moment pour avoir plus d'espace pour le café, puisque les tables étaient tout le temps pleines, etc. Donc, ça marchait très bien, mais c'était toujours très limite dans la rentabilité, etc. Tu vois. Dès qu'il y avait un imprévu, en fait. Un imprévu pouvait te plomber ta rentabilité de l'année ou du mois, quoi. Donc, ça, c'était difficile moralement pour moi. Je pense que tous les commerçants, surtout dans l'alimentaire, vivent avec cette épée de Damoclès-là. Mais je ne pense pas que je sois faite pour ça, moi. Je pense que j'aime pas trop les risques, j'aime pas trop l'incertitude comme ça, les risques financiers aussi. Donc, pour moi, c'était au bout d'un moment moralement difficile et même burn-out, quoi. Donc, donc, j'ai choisi de vendre et en fait, on a trouvé une acheteuse végane. C'était un petit peu une opportunité qui se représenterait pas 2 fois, quoi. Oui. Donc, que ce soit pas une boucherie ou un truc qu'ils reprennent derrière. Elle voulait vraiment le fonds de commerce de Muscade, donc on a fait en sorte que ce soit elle, en fait, et donc on a dû faire plein de concessions pour que ce soit elle et on ne regrette pas du tout. Ouais. Ok. Bon, du coup, tu as balayé effectivement toutes ces années du café. Ouais. Je vais revenir un petit peu en détail sur certaines parties. Du coup, comment est-ce que tu as fait? Donc, tu l'as dit, vous avez ouvert juste avant le Covid. Ouais. Pour du coup rester motivé, tu vois, pas baisser les bras, vu que c'était le début, tu te dis, bon, bah, ok, en fait, c'est trop incertain. Parce que là, tu m'as dit que vous avez fait plein de choses différentes. Enfin, vous avez testé plein de choses différentes pour rester dedans, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que Au début, on avait l'énergie pour ça, en fait. On avait 24 ans, 25 ans, on avait l'énergie pour ça. Et de se réinventer et d'avoir des idées. On avait un plan d'affaires sur plusieurs années. Un business plan, comme vous dites en France, pardon. mais donc, on avait ces idées-là à mettre en place plus tard. C'est juste qu'au lieu de les mettre en place plus tard, on les a mises en place en 4 mois. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez activé vos cartes Joker, en fait, hyper rapidement. C'est ça. Donc, c'était super motivant, franchement, le début. En plus, la pandémie, donc on a fermé. On avait le droit de rester ouvert en tant qu'épicerie, mais on a fermé parce que on connaissait pas ce virus, tu vois, ça faisait peur à ce moment-là. Enfin, on a un peu oublié cette période, mais on avait peur au début, tu vois, les gens mouraient. Enfin, voilà, on savait pas, tu vois. C'est vrai. Donc oui, ça c'était une époque qui pour nous était positive parce que ça faisait beaucoup de discussions autour des petits commerces. Il y avait beaucoup de soutien autour des commerçants qui devaient fermer. Et on a mis en place donc les livraisons. C'était des amis à nous qui livraient à vélo. Donc, vu que le commerce était fermé, on passait la journée à boire des cocktails en préparant les commandes avec nos amis. Enfin, tu vois, c'était détente, quoi. Oui. Donc, pour nous, c'était une chouette période. Mais c'est sûr que c'était pas très rentable parce que nous, la rentabilité, c'était le café, c'était les boissons et les pâtisseries. L'épicerie vrac, en fait, on voulait tellement être abordable, tellement être inclusif qu'on vendait quasiment prix cost. Et donc là, on s'est retrouvé sans café-pâtisserie à vendre de l'épicerie prix cost. Donc ça sert à rien. Oui, tu peux pas augmenter tes prix comme ça du jour au lendemain. Non, c'est ça. Donc on perdait de l'argent en fait. Et en fait, on voulait vraiment être très abordable et pouvoir prouver que le zéro déchet et le véganisme étaient faits pour tout le monde, que les étudiants pouvaient venir, etc. Sauf qu'en fait, non, ça marche pas comme ça. Déjà, on se mettait dans le rouge. Et en plus, les étudiants, ils ont autre chose à faire, quoi, en fait. Ils viennent pas dans les petits commerces un peu mignons comme ça, tu vois, c'est normal. Le branding fait même qu'il y a que les riches qui vont venir chez toi, quoi. Parce que c'est un branding vegan, zéro déchet, donc dans l'esprit des gens, haut de gamme. Donc malgré vous, du coup, parce que tu me dis que vous vouliez attirer tout le monde, les étudiants aussi, malgré vous,
vous êtes, vous avez attiré qu'une certaine Oui, voilà, en clientèle. fait, quand tu t'appelles Muscade, son logo, il est dessiné par une graphiste, machin, hyper beau, machin. En fait, il y a que les gens riches qui vont venir dans ton commerce. C'est ok, Et ouais, ça, on n'y pensait pas, mais en fait, c'est la base du positionnement et de l'implantation de commerce. Et pourtant, j'ai étudié ça, tu vois, mais je sais pas, c'est l'expérience qui bien fait sûr, que bien sûr, après, bien sûr. maintenant je le sais. Ok, donc c'est vrai, je trouve ça fou quand même que du coup, que tu vois après dans les faits, en fait, Ouais, comment ça se passe vraiment. Et ouais. est-ce que du coup, l'épicerie, c'était vraiment peut-être un produit d'appel, entre guillemets, pour que les gens après viennent au Finalement, café c'est plus pâtisserie? l'inverse qui se passait. Les gens étaient plus attirés par le café-pâtisserie et ils voyaient les Ok. silos du vrac. Ils disaient, ah, vous avez ça, bah, je vais prendre ça, Ah, etc. ok, d'accord. Et en fait, il y avait 3 cafés sur le coin de rue. Donc, un coin de rue, tu vois, Montréal, c'est un quadrillage, hein. Oui. Donc, ça fait 6 commerces, il y avait 3 cafés. Donc, on se disait, bah, le café va pas être si important. Et en Mm, fait, si, c'était vraiment ce qui attirait les gens. Parce que, bah, en fait, quand tu fais du bon café avec des bons laits végétaux, des bonnes pâtisseries maison, les gens viennent, bien quoi. sûr. Donc, c'était ça qui attirait vraiment. Donc, c'est super valorisant puisque c'était tout ce qui était fait maison qui attirait les gens, tu vois. Donc, ça, c'est valorisant. Les gens adoraient les pâtisseries. On a fait un moment le pain maison, etc. Les focaccia, les machins. Il y avait les yaourts aussi vegan maison dans des pots consignés et tout. Ça, on a commencé à les vendre Trop bien. dans d'autres épiceries après pour, encore une fois, pour s'élargir vers le deuxième confinement, je pense. Mais pareil, en fait, rien n'était très rentable. Tout était à gagner 2 centimes par pot, Ouais. tu vois. Mais Donc, c'est trop bien, là, tu me vends du rêve, je m'imagine et tout, je me dis, oh, mais c'est trop bien, c'est vraiment la boutique de rêve, tu vois, t'as des trucs ouais, zéro par contre, déchet, pour un vegan, vegan, tu rentres, t'as franchement. tout. Ah Ouais, ouais, c'était, t'es c'était chouette, ouais. aux anges, quoi, ok. Et donc, du coup, voilà, vous faisiez plein de choses, mais du Ouais. coup, des choses qui n'étaient pas forcément rentables pour vous. Ouais, c'est ça. C'était toujours 3 centimes, 4 centimes, tu vois, de marge nette. Et en fait, ça marche pas comme ça. Et en fait, notre plan d'affaires, il fonctionnait, moins les imprévus. Et donc, chaque imprévu allait tirer vers le bas. Hmm, Et en fait, on a eu un moment, un été avec énormément d'imprévus, dont la machine à café qui brise. Et ça, une machine à café, c'est 6 000 à 7 000 $ quoi. ok, Donc, ouais. ce genre de moment-là, ça nous mettait vraiment dans le rouge, ouais. Et du coup, donc, tu dis que le café a été, ça a vite été un succès. Ouais. Et est-ce que voilà, tu sais un petit peu expliquer, parce que du coup, tu as dit qu'il y avait quand même d'autres cafés, à part le fait maison, le bon café, etc., les Oui, en pâtisseries. plus, le voisin Croissant est très bon, très qualitatif aussi et a plus d'ancienneté. Je pense que c'est juste, en fait, il y a beaucoup de gens dans le quartier qui cherchent ce genre de bons produits. Donc, en fait, il pouvait y avoir la queue chez les deux, quoi. Donc, il y avait assez de monde Il y avait assez quand de, même. voilà, de demandes Ouais, pour en fait que c'est tout le monde ça. soit. Puis à Ok. côté de ça, il y a quand même les véganes qui peuvent venir d'un peu plus loin pour une bonne Hmm. adresse. Il y a aussi les touristes un petit peu. C'est pas un quartier très touristique, c'était vraiment l'est du plateau pour les personnes qui connaissent, donc c'est très familial. C'est pas très relié au transport. C'est vraiment famille avec jeunes enfants, quoi. Mais l'été, la rue est piétonne et tout, Ouais, donc ah oui, c'est ça c'est vraiment très sympa sympa. Ouais, aussi, ok. ouais. Donc oui, on a eu tout de suite une bonne communauté. Aussi, je pense, notre communication sur les réseaux sociaux était très transparente. Dès que, on disait les choses clairement, Mhm. on parlait de rentabilité, on parlait de tout ce qui se passait. Et je pense que les gens aimaient suivre aussi l'aspect aventure Entrepreneurial. de jeunes Hmm. entrepreneuses qui essayent, quoi. Trop bien. Mm. Mais du coup, tu as ouvert, enfin, vous avez racheté un. Non, on a ouvert dans un local vide. Ah, c'était local Ouais, vide. ouais, Ok. ouais, Donc ouais. vous avez agrandi quand même On a le. fait des travaux, ouais, pour créer la petite cuisine et tout. Et on a loué ensuite un deuxième local adjacent pour encore agrandir la surface de production. Et en fait, ça s'est trouvé être un peu trop au bout d'un moment. C'était trop petit avant, mais trop cher après, tu vois. Ah, trop cher. Oui, oui, trop Donc, de. on s'est Ouais. retrouvé au bout d'un moment avec plus de 5 000 $ de loyer par mois. Bon, pour un petit commerce dans un coin de rue Hmm. familial comme ça, c'est cher, quoi. Après, Montréal, c'est cher, on le Ouais. sait, mais ouais. La balance était, enfin, tu vois, entre le local qui est trop petit, les loyers après qui C'est augmentent, ça, ouais. difficile à Ouais, avoir, ouais, ouais. enfin, j'imagine la bonne équation En fait, parfaite. il fallait toujours grossir, et ça, je pense que d'autres entrepreneurs peuvent se reconnaître. En fait, il faut souvent grossir pour survivre. Hmm. Et à un moment, toi, ton rêve, c'est peut-être d'avoir un petit café, petite pâtisserie, faire un peu ce que tu veux, sauf qu'en fait, ça ne tient pas ça. Enfin, avant, oui, mais peut-être pas de nos jours. Peut-être que malheureusement, en 2025, on ne peut plus avoir un tout petit commerce, tout mignon, tout sympa. Il faut tout le temps grossir.
Après, je parle peut-être pas pour la France, j'ai jamais eu de commerce en France, tu vois. Mais nous, fallait grossir et en fait, ça nous plaisait plus. À un moment, tu te retrouves avec 10 employés, 2 locales, 4 livreurs et en fait, ça te plaît plus, quoi. Hmm. Donc, bon. Tu passes plus de temps de ta journée à gérer les Ouais. personnes plutôt que de faire ce que tu aimais à la base, donc la Oui, cuisine. bah vers la fin, je faisais que 3 jours de pâtisserie par semaine, tu vois. Hmm. Alors que je pensais que j'allais faire ça tous les jours, Donc quoi. t'as été peut-être un petit peu, comment on dit, voilà, Désillusionnée, ouais. est-ce que c'est exactement le Ouais. mot que j'avais dans la tête? En mode, ok, je vais faire de la pâtisserie tous les jours, ça va être trop bien, les gens vont venir, je vais pouvoir discuter avec eux. Et au final, tu passes ta journée enfin, la plupart de tes journées à manager du coup Ouais. les autres En personnes. plus, bah, la deuxième cuisine de prod, donc quand on a agrandi, c'était vraiment séparé. Donc je n'avais même pas de vue sur le commerce, je ne voyais personne de la journée, je ne Ah pouvais oui, pas donc parler c'était avec mes collègues, etc. Donc encore, ouais. c'était vraiment séparé. Et enfin voilà, et puis jamais l'argent pour la clim. Donc l'été, il fait 35 degrés dans la cuisine, 38, enfin tu vois. Donc oui, c'était pas forcément ce qu'on s'était imaginé. Mm. Et l'aspect ouais, petit commerce qui va grossir tranquillement par lui-même, ça n'existe plus, je pense. Ouais, donc tu penses que oui, effectivement, si par exemple, toi et tes deux meilleurs amis, quelques tables, tu vois, quelques Ouais. trucs et tout, Mm. c'est pas possible. Enfin, tu vois, tu as trop de charges, tu as trop Ouais. de choses à payer pour que ça puisse être rentable. Oui, exactement. Et puis aussi, on était dans des âges où on peut changer d'avis, on peut avoir envie d'autre chose. Et donc, bah, c'est correct aussi de décider de vendre et de faire Mhm. autre chose. Par exemple, j'ai une associée qui avait à un moment envie de reprendre les études. J'ai une associée qui est musicienne dans la vie, donc qui avait de plus en plus... donc, ses concerts étaient à l'arrêt pendant la pandémie. Mm. Mais quand la pandémie s'est terminée, bah, envie de reprendre ses concerts. Donc, en fait, on était dans des âges où... bah, on change d'avis parfois, où on a des nouvelles choses, des opportunités qui se présentent. Et en fait, quand tu as un bail commercial auquel tu es lié comme un boulet à la cheville, bah en fait, qu'est-ce que tu fais de ça, quoi? Donc ça, je pense que ce boulet-là, c'était ça qui était difficile, c'était de se sentir prisonnier de ce bail, de pas pouvoir partir. Mm. On peut pas donner un préavis et partir, ça marche pas comme ça, tu vois. Faut que tu retrouves un repreneur, Bah, non? faut que Comment tu ailles ça au bout du bail ou que tu trouves quelqu'un pour le reprendre, ouais. Du coup, vous avez fait quoi? Nous, on a trouvé quelqu'un, donc Vous on avez a vendu ouais. le fonds de commerce. Donc, Ok. on a aussi vendu tout le matériel, enfin le fonds de commerce Ok. global. Donc, ça inclut même la réputation, donc la page Google, la page Instagram, etc. Tu Ok, vois, ça il y a inclut juste le tout. changement de nom à faire Exactement, ouais. Ok. Bah, elle aurait pu même garder le nom, puisque le nom fait partie du fonds de commerce. Après, elle avait une marque de cosmétiques et en fait, elle voulait un café avec sa boutique de cosmétiques. Mm. Donc, elle l'a appelé avec le même nom, quoi. Ok. Ouais. Ok, ouais, mais c'est hyper intéressant et enrichissant. Enfin, puis même c'était quoi, 24 ans, tu m'as dit? Enfin, bref, assez Oui, jeune quand même, hein. oui, j'ai vendu à 28, 29 peut-être, ouais. Ouais, donc en Ouais, fait, ouais. t'es en plein dans l'âge où tu dis que t'as plein de projets, etc. Donc là, Ouais. enfin, t'en as concrétisé un, pardon. Et Ouais. c'est trop bien, en Oui, et fait. puis c'est de toute façon maintenant je sais ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi. Et donc je pense pas que j'aurais un commerce comme ça en centre-ville avec des loyers chers. Mm. Si un jour j'ai un nouveau projet commerçant, ce serait beaucoup plus tranquille, peut-être le rez-de-chaussée de ma maison ou tu vois un truc comme ça, quoi. Ah ouais, je vois un petit peu. Et du coup, ça enchaîne bien sur ma question qui était qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi? Aussi bien que tu vois ce que tu veux, ce que tu veux pas en tant que chef pour la cuisine ou entrepreneuse. Ouais, bah moi je me voyais un peu plus ouais entrepreneuse, on va dire un peu plus à prendre des risques en fait, à aimer l'adrénaline de l'entrepreneuriat, pas du tout, je déteste. Donc voilà, on apprend quoi Ben et oui, ok. c'est pas grave hein. Mais oui, je me voyais plus aimer faire grossir Hmm. l'entreprise, aimer prendre des risques, peut-être un jour avoir des investisseurs, etc. Et sur Patates et Cornichons, maintenant avec l'application, mon conjoint, qui est mon associé et qui est développeur de l'app, est plus aussi dans cette volonté de faire grossir et donc parfois d'investir de l'argent et donc parfois de prendre des risques. Et moi, je suis un peu à freiner parce que je suis un peu traumatisée. Ah oui, ouais. Mais je pense qu'avec Patates et Cornichons, c'est différent parce que c'est un produit digital. C'est ce que j'allais dire, ouais. T'as Voilà, moins de c'est... risques que quand t'as un loyer à payer et que Exactement, là, ouais. t'as pas le choix, quoi. Exactement. Donc, je pense que je réapprécie ça, mais par exemple, embaucher, je ne pense pas, tu vois, vouloir un jour embaucher. Je pense que j'ai appris aussi que j'aime travailler toute seule. Alors, j'adorais mes employés, c'est mes amis aujourd'hui, etc. Ils vont écouter ça, ils vont dire que... Mais non, j'ai adoré avoir mes employés comme amis
au quotidien. Mais par contre, l'aspect être responsable, ça c'est très difficile parce que en fait moi je voulais pas reproduire les erreurs de mes anciens patrons. Je pense qu'on a tous vécu des patrons qui valorisent pas le travail des employés et qui prennent pas leur part en fait de responsabilité. En fait, quand il y a une erreur qu'un employé fait, ultimement c'est le patron qui est responsable. Que ce soit financièrement, que ce soit des horaires. Même, il y a un employé qui a besoin de rentrer chez lui parce que son coloc a perdu ses clés, bah, il va rentrer chez lui, tu vois. Et il va falloir que tu prennes sa place. Et je sais pas, un employé qui a oublié de facturer la grosse facture de la famille qui vient de partir et on ne les reverra plus jamais, bah, c'est pas grave, ça arrive, tu vois, il n'a pas fait exprès. Et ça, bah, oui, il faut assumer. Et parfois, bah, faut venir au pied levé. Parfois, quelqu'un a un problème. T'es en week-end avec ton amoureux. Bah non, faut y aller, en fait. Et ça, moi, c'était vraiment important pour moi de prendre cette responsabilité-là et de jamais les faire se sentir mal de quoi que ce soit. C'est des employés qui sont proches du salaire minimum avec le pourboire et tout, d'accord, mais quand même pas très loin du salaire minimum dans ces métiers-là. Donc, c'est clairement pas à eux de porter ce genre de responsabilité. Donc du coup, tu as incarné le patron, la patronne, entre guillemets, que tu aurais aimé avoir à l'époque, en mode, tu prends tes responsabilités, tu fais pas peser le poids des problèmes sur les salariés, mais du coup, cette casquette-là, bah, c'était pas forcément pour toi, quoi. Oui, voilà, bah, je pense que ça me plaisait de pouvoir offrir un environnement de travail sain. Et d'ailleurs, c'est le retour qu'on m'a beaucoup fait. Enfin, j'ai des employés qui ont pleuré quand c'était fini et qui ont eu du mal même parfois à être embauchés ailleurs, dans le sens où ça peut être déroutant, bah, ensuite de ça, de se faire poser des limites qui sont beaucoup plus dures. Nous, il n'y avait pas de limite en fait aux congés, etc., aux demandes, dans la limite des stocks disponibles, mais de dire, voilà, il n'y avait pas besoin de demander une autorisation, quoi, en tout cas. Et donc ça peut être difficile de retourner au vrai monde qui n'est pas très juste, en fait. Puis je le connais pas, mais surtout le monde de la restauration, Exactement. etc., qui est quand même très connu pour... on a tous connu les gens de la restauration, des patrons qui sont complètement désengagés. Il y a, je sais pas, un fournisseur qui arrive avec un bon de commande, faut que tu le signes à sa place, mais peut-être tu es en train de faire une énorme connerie, tu sais pas, tu vois. Ou il y a un fournisseur qui attend un chèque et tu dois chercher le chéquier alors que tu gères pas du tout les comptes, tu vois. Des patrons qui ne sont pas là, qui sont jamais là, qui délèguent tout, trop, sans former et sans payer le prix pour un gérant. Parce qu'un gérant, bah, c'est pas le prix d'un barista normalement. Et en fait, on a tous connu ça et on voulait vraiment pas reproduire ça et vraiment être présente au quotidien, joignable en tout temps. J'étais joignable, globalement, je suis joignable 24/7, même encore aujourd'hui. Et donc ça pèse quand même au bout d'un moment, même si c'est pas du tout c'est de la faute de personne. C'est juste c'est comme ça que je le conçois en fait. Et je pourrais pas le concevoir autrement. Ou alors dans ces cas-là, il faut un manager qui est bienveillant et qui est payé pour ça et qui est payé pour son temps et pour être disponible, etc. Sauf que je trouve que c'est jamais... en fait, quelqu'un qui est employé et qui est payé en fixe, bah, à un moment, c'est jamais son argent quand il est question de faire des performances meilleures que l'année d'avant, par exemple. Bah, s'il n'est pas intéressé aux bénéfices, il n'aura jamais la même vision. Tu vois, c'est normal, en fait. À la fin, c'est toi qui as les bénéfices et les pertes. Donc, c'est toi, quoi. Ouais, et comme tu l'as dit au tout début de l'interview, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Donc, quand tu délègues ou quoi, bah après, tu veux te dire que voilà, peut-être que la personne ne va pas être aussi à fond que moi je peux l'être ou avoir la même... Et puis, tu peux pas lui demander, en fait, d'être autant à fond. C'est ta boîte, quoi. Donc, ouais. Prends tes responsabilités. Donc, non, mais c'est bien. Si on avait plus de patronnes comme toi, je pense que ce serait quand même... pas mal. Donc pour terminer sur cette partie-là, si quelqu'un voulait ouvrir sa boutique ou son café, voilà, quel est le conseil lui donnerais-tu pour garder le plaisir de faire son métier de base, qui est peut-être je pense le côté ne pas s'enfermer trop dans une prison, donc ça peut être lié au bail. Le bail, parfois ça peut être une prison, donc il faut bien le relire et surtout le faire peut-être lire par un avocat d'affaires. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les baux commerciaux et peut-être il y a des clauses abusives. Nous, il y a eu des clauses abusives. On était jeunes et on ne savait pas et on ne voulait pas payer un avocat, quoi. Et je le comprends, mais je ne m'en veux pas. Mais simplement, ça serait un conseil que je donnerais. Et donc, ça peut être aussi lié au
aux employés aussi. Donc peut-être que faut réfléchir bien sur le nombre d'employés qui est possible d'avoir et pas voir trop grand en fait. Et avoir un business plan solide. Donc nous, on avait des chiffres qui se sont avérés justes, mais on voyait dès le départ que c'était très juste. Et ça, on sous-estimait les imprévus, je pense. On voyait que les chiffres étaient borderline, tu vois. Mais on tenait trop à notre projet, je pense. Donc en fait, il faut peut-être pas trop y tenir et peut-être parfois accepter d'arrêter certaines choses. Peut-être aussi, ça nous est arrivé d'arrêter une activité qui n'apportait plus de rentabilité. Donc, s'il y a une section de votre commerce ou de votre projet qui ne performe pas ou qui met le reste dans le rouge, faut accepter de l'arrêter. Même si c'était le truc dont tu rêvais. Faut peut-être accepter de l'arrêter ou alors de revoir le plan d'affaires, etc. en fonction de ça. Donc, ne pas trop s'enfermer dans une prison. Ouais. Ok. Du coup, donc, tu as revendu Muscade en 2023 pour te consacrer du coup à la création de contenu, à l'édition, etc. Et comment est-ce que tu as vécu ce retour à toi-même ? Je pense qu'au début, ça c'était plus long que je pensais. C'était quand même, ça m'a pris 1 an à plus avoir ma boule au ventre, quoi. Ok. C'était long, en fait. Je pensais que dès le début, c'est bon, j'allais m'en foutre et tout, mais pas du tout, non. J'étais toujours un peu angoissée au départ. Et aussi, j'avais pas de métier, quoi. Tu te retrouvais, c'est vrai, sans rien, entre guillemets, t'avais encore le blog, mais... Oui, voilà, mais à ce moment-là, qui était un hobby qui n'avait jamais rapporté un seul centime et qui coûtait de l'argent, parce que ça coûte cher d'avoir un site, quoi. Donc, puis de créer du contenu, quoi. Donc, je me suis mise là-dedans à temps plein. Je me suis dit, je vais donner une chance à ça. Pour une fois, ça faisait 8 ans à ce moment-là que j'avais Patate et Cornichons. Donc, je me suis dit, je vais donner une vraie chance à Patate et Cornichons. Et ça a pris encore un petit peu de temps, mais ça a très bien fonctionné. Donc, au début, j'ai démarré un Patreon qui n'a pas trop fonctionné. En fait, je pense que le côté soutenir les créateurs, c'était pas forcément ce qui rejoignait ma communauté. Alors que quand j'ai lancé en fait un peu la même chose, mais sur mon app avec une partie premium, donc avec des contenus exclusifs, exactement comme Patreon. Hein. Pour un montant d'argent, tu peux débloquer un contenu exclusif, exactement comme Patreon. Là, ça a cartonné. Donc en fait, c'est la même chose. Mais sous une forme différente peut-être. Voilà, c'est présenté comme un produit qui te rend ta vie plus simple ou plus, voilà, peu importe, des meilleures recettes, peut-être des recettes, souvent je vais mettre celles qui m'ont demandé plus de temps à développer aussi. Exception faite de la pâte à choux, je l'ai mise sur YouTube parce que je voulais que ça contribue un petit peu à la recherche des autres chefs. Recherche et développement de voilà, la exactement. pâtisserie végane. Exactement. Mais en tout cas, sinon, j'aime mettre pour les membres les recettes qui me demandent le plus de travail et les fonctionnalités qui rendent la vie plus simple, comme la planification de repas, etc., la liste de courses, etc. Et donc, en fait, c'est la même chose que Patreon, plus des fonctionnalités. Et en fait, cet aspect produit utile, ça a beaucoup plus plu à ma communauté que le Patreon. Ouais. Peut-être qu'il y avait l'aspect don, tu vois, oui, avec voilà. des bénéfices, ouais. alors que là, tu vas vraiment prendre, on va dire, comme tu disais, le produit et tout ce qui va derrière. Voilà. Donc en fait, je pense que la vision était peut-être pas... c'est ça, parce que nous, on veut pas que les gens fassent la charité. Je veux dire, on veut que les gens s'abonnent si ça leur est utile Bien dans sûr. Leur quotidien et si ça leur rend service et si pour eux, c'est une valeur ajoutée en fait. Le but n'est pas de faire un don, effectivement, comme tu dis, on n'est pas une asso, quoi. Donc je pense que oui, ça nous correspond mieux. Même si, bien sûr, comme tu le disais, pendant 8 ans, tu as travaillé sur le blog de manière oui, bien sûr, bénévole, on va dire, et que voilà, ça a des coûts, enfin voilà, donc même si tu vois, tu demandes pas, on va dire, la charité, c'est quand même bien et intéressant, tu vois, de soutenir ces créateurs, créatrices préférées. Tu vois, exactement, il y a des créateurs qui fonctionnent très bien sur Patreon, qui ont par exemple une mission de vulgarisation scientifique ou des choses comme ça, et je trouve ça super de pouvoir les soutenir. Mais je pense que moi j'avais aussi ce côté gêne. J'ai mis très longtemps à me mettre sur Patreon. J'étais gênée en fait. Donc je suis plus à l'aise aujourd'hui avec un produit fini vraiment qui nous ressemble, etc. Oui, tu montres, regardez ce que je peux vous offrir et tout, plutôt que s'il vous plaît. Oui, voilà. Effectivement, c'est pas le même point de vue, le même positionnement, donc c'est plus intéressant. C'est toujours gênant, tu sais, il peut y avoir, alors ça m'arrive rarement, mais il peut y avoir des gens qui me disent MDR, des recettes payantes, c'est une honte, vous devriez avoir honte et tout, tu vois. Je les trouve gratuites sur internet ou des trucs comme ça. Voilà, mais en même temps, j'ai aussi non, mais moi je voulais celle-là.
Parce que parfois, ça m'arrive de répondre aux gens, tu peux en trouver d'autres sur Internet. Ah, mais non, mais je voulais celle-là. Bon, oui, peut-être parce que tu fais confiance à mes recettes et ça me fait plaisir, tu vois. Mais oui, je pense que c'est pas... Enfin, les livres de cuisine sont payants, voilà, c'est pareil. En fait, il faut le voir comme ça, quoi. Tu fais une très bonne transition, du coup, parce qu'on pourrait parler de plein de choses pendant très longtemps, mais il faut qu'on avance un petit peu. Donc, tu as sorti un premier livre en 2019, intitulé « Les bonnes choses ». Et qu'est-ce qui rend, du coup, ton deuxième livre, donc La table des lignes, différent du premier? Déjà, il y a 6-7 ans entre les deux. Donc, j'ai auto-édité Les bonnes choses en 2018 et ensuite, je l'ai sorti en 2019 avec ma maison d'édition. Donc, c'était une deuxième sortie, on va dire. Et La table des lignes, là, 100% avec ma maison d'édition. Donc là, j'ai eu vraiment plus une équipe derrière. Donc, c'est complètement différent parce que Les bonnes choses, j'ai tout fait. J'ai fait le design et tout. Donc, c'était plus amateur, on va dire. Mais en fait, les deux ont un peu le même format, ont le même chapitrage. Donc, les deux sont organisés par moment de la journée. On commence par les bases de la cuisine et ensuite, on a le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Et donc, les deux sont construits un petit peu en parallèle comme une collection, comme un tome 1 et un tome 2, on pourrait dire. Alors, évidemment, il n'y a pas d'ordre, c'est des recettes, quoi. Mais en tout cas, j'ai voulu que ce soit un peu comme une collection. Et en fait, le nombre d'années entre les deux étant quand même conséquent, j'avais envie d'actualiser en fait parce que les bonnes choses me correspondent moins aujourd'hui. J'ai je trouve amélioré ma cuisine, les photos aussi, mais bon, ça c'est plus esthétique que le contenu en lui-même, mais sur le contenu là c'est une cuisine qui me ressemble plus, que je trouve plus accessible aussi et qui est plus dans l'air du temps et voilà, j'avais des nouvelles inspirations, des nouvelles envies, des nouvelles techniques, voilà. Ok. Et si tu devais résumer l'esprit du livre, là, du coup, de celui-ci, La table des lignes, en 3 mots? Convivial, gourmand et facile. Ok. Un petit peu, tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Donc, oui, voilà. C'est vraiment un livre très convivial. Et comme dans Les bonnes choses, on peut retrouver quand même quelques recettes qui sont plus techniques, parce que je veux faire plaisir aussi aux personnes qui ont un niveau plus avancé. Donc, par exemple, il y a des desserts pour recevoir, il y a une tarte au citron meringuée, il y a des gyoza aussi, donc il y a des tortellini, donc des petits façonnages qui demandent un peu plus de patience. Moi, c'est une cuisine que j'aime, la cuisine de la patience et du façonnage. Donc, ça me fait plaisir aussi d'intégrer certaines recettes comme ça, mais c'est un 10%, quoi, on va dire, du contenu, quoi. Ok. Et moi, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on faisait pour créer autant de recettes. Là, il y en a 100. Ouais. C'est énorme. Maintenant que je suis à temps plein, ça va vite. C'est vrai. Mais non, mais tu vois que le processus de création derrière, entre l'écriture de la recette, de faire les tests, et puis après, tu as les photos, tu vois, tu as tout ça. Comment est-ce que ça se passe? Alors, ça part souvent dans mon calendrier d'une idée. Donc, j'ai noté des inspirations. Ça peut être un ingrédient, ça peut être quelque chose qui me manque. En fait, je regarde sur l'application, j'ai accès en fait aux recherches des gens qui n'ont pas donné de résultats. Ok, oui, donc tu te bases aussi sur la demande, ton application. Ouais. Ok, très intéressant. Donc, par exemple, si quelqu'un tape un ingrédient et qu'il a 0 résultat, je vais le voir et je vais me dire, ok, ça, il faut que je crée autour de ça, tu vois. Ça peut être la saison, ça peut être un truc que j'ai goûté, ça peut être un truc que j'ai vu à la télé qui m'a inspiré ou qui m'a fait penser à autre chose, etc. Et comme tout le monde, en fait. Et donc, je note. Et après ça peut devenir un sommaire, ça peut devenir pour l'application, pour Instagram, etc. Et à partir de là, soit il y a besoin de tests, beaucoup de recettes ont besoin de tests, évidemment toute la pâtisserie, tout ça, souvent il y a besoin de tests. Après, si c'est un repas one pot pour le soir en 20 minutes, souvent il n'y a pas besoin de tests. C'est juste une nouvelle idée, mais il n'y a pas de technique. Oui, il n'y a pas de choses particulières. Voilà. Donc, si c'est un petit mijoté de haricots blancs, etc., je vais juste le filmer la première fois que je le fais, puisque ça ressemble à ce que j'ai l'habitude de faire, mais simplement une nouvelle idée pour varier. Donc, ça, je vais filmer directement. Puis sinon, je vais filmer après une phase de test, par exemple, ça arrive aussi. Et voilà, et maintenant, on fait aussi des mini-vidéos de chaque étape pour l'application, parce que maintenant, il y a un mode cuisine où à chaque étape, tu peux avoir le mini-geste, en fait. Donc ça, je le fais pour tout maintenant, mais c'est surtout utile pour les gestes techniques, par exemple les façonnages, quand tu dois expliquer à l'écrit comment il faut plier le truc et tout. Bon, c'est toujours pratique d'avoir la petite vidéo, quoi. Donc ça accompagne encore plus les personnes, tu vois, quand elles font la cuisine. Oui, les débutants aussi, ou
ou même en fait tout simplement à l'écrit, c'est pas facile. Je pense aussi aux personnes qui ont un trouble de l'attention. On pense beaucoup à eux quand on réfléchit à l'app, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un trouble de l'attention et qui peut être décuplé en cuisine. Même mon mari en cuisine, il a ce problème-là d'oublier un ingrédient, d'oublier quelque chose, etc. D'être un petit peu dépassé par les lignes. Instructions, ouais. Ouais, voilà. Et donc, on pense à eux à travers, par exemple, ce mode cuisine où il va y avoir le rappel de l'ingrédient dans une certaine couleur, etc. Trop bien. Ouais, voilà. Donc, et pareil pour le livre, j'ai demandé à ce que l'ingrédient et non pas la quantité, la conversion, parce qu'il y a les conversions avec les mesures en tasses pour les Québécois. C'est vrai. Que l'ingrédient soit en gras pour qu'il ressorte. Parce que justement, si tu vois 120 grammes, entre parenthèses, une tasse et demie de flocons d'avoine, tu peux te perdre un petit peu. Donc, j'ai demandé que flocons d'avoine soient en gras. Et comme ça, on se repère un petit peu mieux dans la liste. Ouais. Ok, ouais, d'arriver à visualiser les ingrédients et après, du coup, tu as les quantités Ouais. Et qu'ils soient dans l'ordre aussi des étapes. de laquelle tu les utilises. Ouais. Ok, mais c'est vrai que là, du coup, tu m'as parlé un petit peu du coup, de comment tu faisais tes recettes, surtout pour l'application, mais là, plus particulièrement sur les recettes du livre, quand tu as dû travailler. Quand est-ce que tu as commencé, par exemple, à travailler sur les recettes du livre ? J'ai eu un an, en fait, de février 2024 à février 2025, on va dire, pour créer toutes les recettes et les photos. Okay. Donc, ça me laissait la possibilité de faire avec les saisons. Donc, en fait, j'avais fait mon calendrier dans l'ordre des saisons. Pour être sûre de ne pas louper. J'avais un seul été, donc les figues, les abricots et tout, tu vois, que ce soit bien au moment où ils sont en magasin, c'est plus facile, et puis c'est meilleur en fait. Et ça me permet de mettre dans la peau de l'utilisateur du livre. Quoi. Et donc ça a fait qu'en fait, ça ne représentait pas une grosse charge de travail sur mon année, tu vois, c'était entre un quart et un tiers de ma semaine à peine qui était pris par le livre. Et il y a eu pas mal de tests quand même. Il y a eu même des photos qui ont été faites plusieurs fois parce que je n'étais pas forcément satisfaite de l'ensemble. Parce qu'au début, quand tu commences à faire des photos, tu ne sais pas forcément la direction que le livre va prendre encore. Donc, il y a des choses qui ont été refaites cette année, en 2025. Et donc, oui, ça a été un processus très long, mais pas stressant du tout, pas trop prenant, ouais. Comparé au café, si on fait la différence, c'était quand même différent. Je mesure ma chance d'avoir un emploi du temps aussi flexible. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire que dans le livre, on retrouve les quatre saisons, entre guillemets, en mode pour cuisiner de saison. Oui, j'ai essayé que ça aille pour toute l'année. Okay. Après, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu plus pour l'automne-hiver, déjà parce qu'il sort en automne, mais aussi parce que c'est un moment de l'année où on a plus de temps en cuisine, les gens cuisinent plus. Et aussi, on peut plus manquer d'inspiration avec les légumes d'hiver. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plus compliqué que les légumes d'été. Une tomate, c'est bon dans tous les cas, tu vois. Donc, c'est vrai, ok. Donc, je trouve que oui, on a plus besoin. Et puis, de toute façon, je le vois bien avec les statistiques du blog ou de l'app que l'automne-hiver, les gens cuisinent vraiment. Ouais. Ok, mais ça, c'est trop intéressant. Je suis hyper impressionné. Je trouve ça trop bien d'avoir, tu vois, tous ces datas-là que après tu peux du coup adapter, tu vois, pour faire le livre et tout. Oui. Donc, tu vois concrètement qu'il y a plus de personnes qui sont connectées ou quoi, qui regardent les recettes en automne-hiver. Ah oui, vraiment plus. Okay. Il y a déjà il y a toute la période de la rentrée pour les recettes rapides, etc., septembre et tout. Après, Noël, c'est très, très important. L'automne aussi, les desserts d'automne et tout ça. Ça Noël, j'avoue que c'est vrai que... Noël, c'est le plus gros trafic de l'année. Vraiment, le 24 décembre, c'est toujours le record de l'année. Et donc ça, c'est super parce qu'en fait, c'est des gens qui ne sont pas forcément véganes. Mais s'il y a un vegan à leur table, ils vont chercher des recettes. Ils vont chercher comment faire pour faire plaisir à toute la table. Et donc, je trouve que c'est super. Et c'est aussi un moment où on va parler cuisine aussi. Les gens à table vont parler « Ah, c'est quoi cette recette ?» et tout. Et donc, c'est un moment super de convivialité et de cuisine. Et ensuite, il y a janvier. Les gens cuisinent beaucoup en janvier aussi sur l'aspect un petit peu plus diététique, mais un peu plus meal prep. Tu vois, se remettre dans une routine. Les bonnes résolutions de oui, janvier. Aussi, ouais. J'aurais pensé, tu vois, que c'était plutôt genre les galettes, tu vois, les crêpes, tout ça, les trucs un peu... toujours, le mardi gras, tout ça. Ouais, voilà. Mais oui, il y a beaucoup l'organisation de la semaine, meal prep, tout ça. Et ensuite, mai, juin, il y a énormément d'anniversaires. Donc, beaucoup plus les gâteaux. Beaucoup de gens sont nés en mai, en juillet. Donc, beaucoup sur les gâteaux, ouais. C'est trop intéressant comme donnée. Avant de passer à la dernière partie, est-ce qu'il y a une recette du livre à laquelle tu tiens particulièrement ? Oui, plusieurs, mais j'ai déjà parlé par exemple des gyoza, c'est vraiment une recette qui me tient à cœur parce que
pour moi, c'est synonyme de ma petite soirée self-care où je vais passer du temps à faire mes petits gyoza à maison, tu vois. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est un plaisir quand on peut. Sinon, j'ai remis mon mijoté de haricots blancs à l'orzo, qui est une recette de Lap. Donc, il y en a quelques-unes, il y en a 4, je crois, que j'ai remis dans le livre, parce que c'est des intemporels que les gens aiment beaucoup. Et donc ça, c'est un plat qui plaît aux enfants, qui se fait dans une seule poêle, qui est gratiné, enfin c'est hyper bon, tu vois. Et en fait, ça fait manger des haricots blancs à des gens qui n'aimaient pas ça. Donc je trouve ça chouette. Et sinon, on peut citer aussi le pain cocotte aux pépites de chocolat. J'adore ça pour le brunch, un bon pain maison aux pépites de chocolat, je trouve ça excellent. Donc, et puis, ajouter de la boulangerie, il y a aussi des baguettes multigrains, etc. J'aime beaucoup la boulangerie, j'aime beaucoup les pâtes fermentées. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir mettre ces recettes-là. Ok, trop bien. Donc, il y a un peu de tout quand même. Oui, vraiment, Très intéressant. Ok, donc on arrive à la dernière partie de l'interview. C'est le dernier croc. Tu as... j'ai 10 questions pour toi. Et tu dois y répondre le plus vite possible. Ok. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Ok, c'est parti. L'indispensable vegan de tes placards. La sauce soja. Ton plat végétal préféré de tous les temps. Les ravioles bolognaises. Les raviolis. Le plat à faire goûter à une personne non végane. Les raviolis. Le conseil à donner à quelqu'un qui souhaite devenir végane. De commencer par les petites choses du quotidien et pas forcément les plats principaux. Genre, quel lait tu prends, quelle mayonnaise tu prends, quelle crème tu prends, tu vois. Ouais, les petits trucs que tu vas mettre et qui vont faire après. Ok. Quel est ton petit plaisir coupable ? Les bonbons. Ok. Les bonbons piquants. Tu en trouves, c'est assez courant en vegan. Il y a surtout les Sour Patch en Amérique du Nord. C'est des bonbons piquants qui sont véganes, accidentellement véganes. Ok, oui, accidentellement. Ta plus grande peur ? Ma plus grande peur, je vais être très premier degré, mais perdre mes proches comme tout le monde. Et au contraire, ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, je pense mon partenariat, on va dire, avec mon mari, notre travail ensemble, notre complémentarité, C'est vrai que des fois ça fait pas bon ménage, mais là, tu vois, de travailler avec les ensemble, personnes. on adore ça, Ok, c'est trop bien alors. Lui, il travaille à temps plein aussi en tant que développeur, mais on a hâte d'être à temps plein sur Patates et Cornichons les deux. Ok. Ce serait vraiment bien. Si tu pouvais recevoir 3 personnes à ta table, qui inviterais-tu ? J'aurais dû réfléchir à ça. Pardon, je sais pas. Ou une, au moins une. Ok, à ma table, vivant ou mort, ou les deux ? Les deux. Philippe Conticini. Ok. Juste, on pourra parler de pâtisserie végétale ensemble. Ça marche. Quelle est la dernière recette que tu as ratée ? Les éclairs, la pâte à choux, etc. Parce que j'ai fait tellement de tests, j'ai tout essayé. Donc, Combien de tests tu as fait ? Je pense une douzaine, on va dire, dont certains qui étaient par deux types de cuisson avec la même pâte, par exemple. Mais oui, je pense une douzaine en termes de type de cuisson et d'ingrédients. Ok. Et enfin, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de notre échange ? Je pense que c'est des convaincus qui vont écouter ton podcast. Oui, c'est possible. La plupart, effectivement, il y a peut-être des mais personnes sinon, que la cuisine végétale, c'est bon, c'est gourmand, c'est convivial, évidemment, Ok. Encore merci à toi pour cet échange. Merci à toi. Si on veut se procurer du coup ton livre ou l'offrir à nos proches Noël. Pour Noël, effectivement, c'est un beau cadeau. Où est-il dispo ? Normalement, dans toutes les librairies en France, Belgique, Suisse, Québec. Donc, s'ils l'ont pas, on peut aussi le commander dans toutes les librairies. Mais en ce moment, je le vois partout. Donc, pour l'instant, je suis pas tombée sur une librairie qui ne l'avait pas, je crois. Ok. Donc, après, c'est parce que on est à la sortie. Là, on enregistre. On est le 18 octobre. Voilà, l'épisode sortira un petit peu plus tard. Donc, mais voilà, cherchez dans vos librairies. Mais normalement, il va rester quelques mois un peu partout. Ok, ça marche. Et enfin, si on veut suivre tes aventures ou tes recettes, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Principalement Instagram, Patates et Cornichons, mais sur tous les réseaux, TikTok, YouTube, Facebook. C'est vrai que tu fais des vidéos, on n'en a pas parlé, mais aussi des vidéos un peu plus longues sur YouTube. Oui, une fois toutes les 2 semaines, donc un peu moins, c'est très prenant, mais j'aime bien aborder des sujets plus en longueur
En fait, on me l'a dit après une démo culinaire que j'avais faite. On m'a écrit ah mais en fait t'as l'air sympa. Ou, ah mais Est-ce que c'est positif ou comment je dois le prendre le commentaire, tu je vois? pense que c'est positif et c'est vrai Ouais. que je me suis dit en fait via Instagram les gens te connaissent jamais. Bien sûr. Donc Ouais. c'est vrai, moi je fais des reels recettes avec une voix off et je poste des stories quoi, mais les gens me connaissent pas quoi. Donc je trouve qu'aborder des sujets plus longs, j'ai pu aussi aborder l'alimentation anti-inflammatoire par exemple parce que j'ai une maladie, enfin j'ai de l'endométriose donc une maladie inflammatoire. Donc c'est de pouvoir dire les choses en détail et de pas faire trop d'abstraction, surtout quand on parle de nutrition. On veut en même temps rester simple, mais en même temps, on veut pas trop vulgariser et enlever plein d'infos, quoi. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir un format long. C'est hyper complexe, donc en fait, tu peux pas trop... Enfin, voilà, c'est C'est difficile ça. de synthétiser, d'avoir Dans juste un 30 reel, secondes. ouais, voilà, ouais. Donc, c'est bien, ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Merci à toi. et à bientôt. Oui, à bientôt. Salut.